Bonsoir, on connaît tous autour de nous des couples qui durent et qui s'aiment comme au premier jour. Ça c'est vrai Pascal, quel est leur secret? C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Ananou et Jean-Jacques sont mariés depuis 18 ans. Le secret de leur couple, l'infidélité. Ils nous expliqueront de quelle manière ils ont su préserver leur amour. À 44 ans, Laurence fait logement à part avec son mari. Invitation à dîner ou visite surprise, chaque jour est différent et leur rappelle les désirs des premiers jours. Damaris et Gérald ont attendu 4 ans jusqu'à leur mariage pour se donner un baiser. Nous verrons que parfois, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Françoise mène une double vie avec son mari depuis 26 ans. Elle viendra nous expliquer que cela fait maintenant partie de leur couple et que ça n'enlève rien à l'amour qu'ils se portent. Pour mettre un peu de piment dans sa vie, Sylviane prend des cours de striptease pour séduire son mari. Un show à la maison, voilà un homme heureux. Amy refuse la routine. Pour cela, elle n'hésite pas à surprendre son partenaire. Elle nous donnera ses secrets pour entretenir la flamme au quotidien. À chacun sa recette, l'important c'est que le désir et l'amour soient gagnants. Générique. Bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous du lundi soir sur TF1. Toujours avec nos camarades, mesdames et messieurs, Billy. Billy qui s'applaudit tout seul. Et ça, c'est quand même remarquable. Avec Gaël. Gaël Renard. Et toujours avec la psychologue chic et choc de Y'a pas photo, Maryse Vaillant, mesdames et messieurs. Bonsoir Maryse. Bonsoir. On va avoir évidemment besoin de vos lumières ce soir, comme d'habitude, mais ce soir on parle du secret des couples qui durent. Un divorce pour 3 mariages actuellement en France. C'est si difficile que ça de vivre à deux, de rester en couple? Oui. Oui, oui, dit-elle. Oui, c'est difficile. La vie est longue. Donc, et elle est de plus en plus longue. Elle est même de plus en plus longue, donc c'est difficile de rester ensemble heureux. C'est dur de durer ensemble. Hein. Et c'est pourtant ça un couple. Puis il faut avoir des projets et des plaisirs en commun. Voilà. Et ça, c'est pas facile de tenir en commun plaisir et projet, surtout dans une société qui va très très vite. C'est-à-dire que dès qu'on n'a plus de plaisir, ça on le sait, mais même quand on n'a plus de projet en commun, c'est dur de faire durer. Quand on commence à avoir des plaisirs et des projets ailleurs. Ouais. Alors, le couple, si vous voulez, les secrets des couples qui durent, je peux vous le dire en 2 mots. Allez-y. La cuisine et le lit. Ah, la cuisine aussi? La cuisine aussi. Alors, je peux vous le dire un peu plus long. La cuisine au lit et réciproquement. Non, la cuisine et le lit. Puis je peux vous le faire un petit peu plus long si vous voulez savoir. La cuisine, oui. Hein? Alors, le secret pour tenir son couple, c'est de savoir traverser ensemble toutes les épreuves et toutes les difficultés qu'on n'aurait jamais eues si on ne s'était pas rencontrés. Ah, elle est jolie. C'est pas mal. Elle n'est pas de moi. Qu'on n'aurait pas eues si on ne s'était pas rencontrés. Voilà. Moi, je préfère la cuisine et le lit, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est plus simple. Gaël, Billy, vous avez évidemment potassé le sujet des couples qui durent. D'ailleurs, le vôtre fonctionne pas mal. Ça va. Et combien de temps ça dure aujourd'hui un couple? Si on considère l'augmentation de la durée de vie, ça fait 45 ans à passer ensemble en moyenne, quand tout va bien. On se marie à peu près vers 30 ans. On se marie entre 20 et 30 ans avec quelqu'un, et si ça s'arrête jamais... Ah, ça calme, hein. On vit jusqu'à 75 ans. Avant, les gens mouraient plus jeunes, donc le couple durait moins longtemps, ça c'est juste. Donc il faut encore faire plus d'efforts aujourd'hui pour que ça dure longtemps. Et vous savez ce qu'il faut faire pour tenir un couple? Non, enfin nous on le sait un peu, parce que ça fait 17 ans qu'on est ensemble, mais... D'après 9 Français sur 10, ce n'est pas la cuisine, Maryse, non, c'est le caleçon. Le caleçon. Et oui, pour rester ensemble, il faut une sexualité épanouie. D'accord. Justement, Billy, est-ce que les Français sont satisfaits de leur sexualité? Est-ce qu'on est toujours champion du monde? Moi, je dis alerte. C'est très important. Un message, j'en profite ce soir, n'est-ce pas, devant les caméras. La France est en pleine débandade. Dame Ned. J'ai dit bien en pleine débandade. Écoutez bien. Alors que les Français avaient 3 années consécutives, n'est-ce pas, le prix des meilleurs amants, eh bien cette année, ils perdent cette couronne, n'est-ce pas, avec une 5e et laborieuse place, 5e position. On est 5e cette année? Qui sont les premiers? Alors, il faut savoir que la moyenne, n'est-ce pas, c'est 98 galipettes par an. Mais la moyenne des Français?
Non, c'est normalement... 98 galipettes par an. Alors nous, d'un poil, je dis bien d'un poil, on bat cette moyenne, 99 galipettes par an et par Français. Mais attendez bien, parce qu'il y a les couples qui sont nettement plus chauds, n'est-ce pas, performants. C'est les Britanniques avec 133 galipettes. Non, c'est pas vrai. Les Britanniques. Les Américains, 128 galipettes. Les Allemands sont 16. Donc... c'est Clinton qui a fait monter les moyennes pour les Américains. Ça compte pas. Ça compte pas. Et enfin, les Canadiens avec 113 galipettes. Au Canada, il fait froid. Non, ce qui m'étonne, c'est les Britanniques. Donc il faut qu'on remonte tout ça, hein, parce que 99, c'est quand même 99 galipettes, ça veut dire une galipette tous les 4 jours, quoi. Voilà. Ouais, la moyenne, il faut y aller pour remonter un peu. Enfin, après, il n'y a pas photo seulement, mais allez-y pour remonter la moyenne. Goûter les Anglais hors du lit. Alors, nous, on va recevoir tout de suite un couple qui a trouvé son secret pour durer. Ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble. Et alors, leur secret, c'est de tout se dire. Mais vraiment, vraiment tout. On va le voir, même certaines infidélités. Merci d'accueillir Ananou, Tyran et Jean-Jacques Crèvecoeur. Bonsoir Ananou. Bonsoir Jean-Jacques, merci d'être avec nous. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Y'a pas photo. Laurent le disait, ça fait 18 ans que vous êtes ensemble, mais aujourd'hui vous êtes pleinement heureux, vous êtes un couple épanoui, mais les 10 premières années ont été particulièrement difficiles. Vous avez failli divorcer, je crois, 4 fois. Qu'est-ce qui n'allait pas, Ananou ? Qu'est-ce qui n'allait pas? Eh bien, ça a commencé dès le lendemain de la nuit de noces. J'ai eu l'impression que je ne retrouvais plus le même homme. Qu'avant avant le mariage, avant le mariage, celui tout qui à vous coup, c'est comme... bon, avant, pourtant, ça faisait 2 ans qu'on se connaissait, donc... Oui. Je ne sais pas, c'est au niveau de ses comportements, il y a quelque chose qui n'allait plus. Il devenait beaucoup plus possessif qu'avant. Un possessif? Oui. Vous étiez sa femme? Oui, ce qu'elle me reprochait en plus, c'est que je ressemblais beaucoup plus à mon père depuis la nuit de noces, si vous voulez. Parce que vous aviez... Mais j'ai eu la même sensation vis-à-vis d'Ananou, puisque... Elle ressemblait à votre père? Non, heureusement, Dieu merci, mais à ma mère, effectivement. C'est-à-dire que le lendemain de la nuit de noces, effectivement, je me suis réveillé et j'ai eu aussi la même sensation. Sensation vieux couple? Oui, sensation de vieux couple, sensation de se contrôler l'un l'autre, de ne plus accepter la même liberté que nous avions. Donc, juste avant le mariage. Il y avait un vrai amour. Il y avait une vraie envie d'être ensemble, l'impression vraiment que vous étiez fait l'un pour l'autre. Et puis dès le premier jour de vie de couple, c'est le choc des personnalités. Vous disputez, c'est plus les mêmes. Pour des bêtises, quoi, pour l'ordre dans lequel on lave les choses dans la vaisselle, pour là où on va accrocher le cadre dans l'appartement, enfin des choses comme ça. Ah oui, donc tout était sujet de dispute. Les rythmes, oui. Quand on s'est mariés, moi j'ai commencé je travaillais tout de suite et lui était encore étudiant, donc les rythmes étaient très différents. Et c'était aussi des sujets de conflit. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de couples qui, on verra après si c'est bien ou pas, qui se disent pas les choses, qui laissent un petit peu ça comme ça enterré, vous disiez tout, hein, tu m'emmerdes, c'est pas bien fait, ça c'est pas... C'est-à-dire que après 3 mois de mariage, ça a été notre première tentative de divorce. Ah déjà, 3 mois de mariage. Oui, 3 mois de mariage. On fait une émission sur les couples qui durent. Hein. Oui, mais nous sommes toujours ensemble. Oui. 18 ans après, ils sont toujours là. Hein. Voilà. Et donc elle avait rappelé ses parents. Donc quand je suis rentré un soir, c'était début décembre 82, il n'a pas fallu me faire un dessin ni une photo. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Chez ma mère. Voilà. Alors ce qui est important, et vous le dites sans problème, c'est qu'au niveau intime, ça ne marchait pas non plus très bien, à tel point qu'au bout de quelques petites années de mariage, vous n'aviez plus aucune relation amoureuse et sexuelle. Oui, c'était le calme plat. Le calme plat, oui. Vous dites au bout de 3 mois, on a failli divorcer, mais au bout de 4 ans, vous étiez toujours en désaccord. Il a fallu quand même 4 ans pour que pendant 4 ans, vous vous êtes déchirés, pas bien expliqué, pas bien aimé, etc. Ça a quand même duré 4 ans, cette période-là? 10 ans, Laurent. 10 ans. 10 ans. Ah oui. Donc, effectivement, la dernière tentative de divorce, c'était en 92, donc après 10 ans de mariage. Excusez-moi, je vous pose une question, mais comment Mais c'est formidable, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Les gens, au bout de 3 engueulades, aujourd'hui, ils se séparent, ils se divorcent. Je ne veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, mais vous auriez pu vous dire 10 ans, c'est beaucoup, autant vivre avec quelqu'un d'autre, et peut-être que ça va vous très bien se passer avec une autre femme, et vous très bien se passer avec un autre homme. Vous n'avez jamais eu cette idée-là en tête, Ananou? Si, oui, mais il manquait quelque chose. Avec un autre, il manquait quelque chose. C'était pas pareil. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez quand même essayé. Ah oui. Vous avez même
carrément décidé de tester l'infidélité, d'aller voir ailleurs l'un et l'autre pour voir si effectivement c'était mieux ailleurs, d'une part, et puis pour mettre à l'épreuve votre couple. Comment ça s'est passé, ça? La première fois que ça s'est passé, c'était après 5 ans de mariage. C'est vrai qu'à cette époque-là, on avait une amie commune qui a commencé à tourner de plus en plus dans ma tête, et pas seulement dans ma tête d'ailleurs. Et bah oui. Et donc je me sentais déchiré parce que d'une part, il y avait un engagement de fidélité, et puis d'autre part, il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien du tout entre nous. Le premier enfant, notre première fille, venait de naître, et Ananou m'a dit, mais ça peut-être que tu peux en parler toi-même, si franchement tu sens que tu te sens attiré par cette femme, et plus tu résistes évidemment, plus ça tourne dans ta tête, eh bien vas-y, fais l'amour avec elle et puis tu verras bien ce qui se passe. Vous n'étiez pas jaloux, c'est quand même très courageux et très difficile de dire ça, vous n'étiez pas jalouse? Non, la jalousie ne m'a pas effleurée à ce moment-là. Vraiment, ce qui comptait pour moi, c'est qu'il trouve son bonheur. Et bon, la jalousie est venue après, ouais. Ça, oui. Quand même. Et vous, Ananou, vous avez eu besoin de lui rendre l'appareil? Oui, la première fois, c'était pour lui rendre l'appareil. Et puis, c'était pour apprendre à me connaître. Parce que je me connaissais très peu et très mal. Et donc, en ayant des aventures à l'extérieur, j'ai commencé à apprivoiser, à approcher ma sensualité. Et ça veut dire que malgré tout l'amour, toute l'envie que vous aviez d'être ensemble, vous n'étiez pas arrivé à vous apporter ça, le plaisir et la découverte de votre corps l'un à l'autre. Oui. Moi, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi quand je savais qu'elle était avec un autre homme, parce que c'était pas tellement de la jalousie, mais c'était plus la colère contre moi, de ne pas être capable de la satisfaire, la peur d'être abandonnée, la peur d'être rejetée, la peur qu'elle ne revienne pas éventuellement, que donc cette relation soit plus forte. Donc, mais en même temps, il y avait l'amour qui était plus fort, parce que je me rendais compte que je préférais encore la voir plus heureuse avec quelqu'un d'autre que de la rendre malheureuse avec moi en étant possessif. Vous avez quand même risqué de vous perdre. Vous avez eu le sentiment à un moment ou à un autre que le couple était vraiment en danger à cause de ces expériences? Oui, à la dernière tentative de divorce. Oui. Là, vous calculez tout en fonction des tentatives de divorce. Oui. Où là, on s'est dit, enfin, tous les deux, on avait la même impression. C'est-à-dire que si on doit se séparer, il faut vraiment arriver à mettre tout sur la table. Parce que moi j'avais vraiment la très nette impression que si je redémarrais un couple avec quelqu'un d'autre, je risquais très bien de retomber dans les mêmes scénarios. Et donc, pour ne pas en arriver là, je voulais mettre tout, vider toutes les casseroles. Et puis une fois qu'on a eu fait ça, on s'est dit, mais dans le fond, on a beaucoup discuté, puis on a trouvé des solutions pour arriver à ce que chacun soit satisfait. On s'est dit, mais dans le fond, il n'y a plus de raison qu'on divorce maintenant, donc c'est reparti. Et est-ce que vous avez continué à avoir des infidélités, des tromperies, une fois que le couple a commencé à aller mieux, donc depuis 7-8 ans? Est-ce qu'il y a eu à nouveau des infidélités? Moi, j'ai arrêté en 92, oui. Parce que... Vous dites ça comme si vous aviez arrêté de fumer. À 3 paquets de cigarettes par jour. Mais jamais rechuté, hein. Le patch. Pour l'instant. Mais non, parce qu'en 92, j'ai senti que j'avais trouvé ce que je cherchais dans ces aventures extra-conjugales. Donc à partir de là, fait le tour de ça aussi. J'avais fait le tour de ça, donc j'avais plus besoin de continuer à aller voir ailleurs, quoi. Donc vous en 92 et vous, Ananou? On peut dire 96. 96? Ah oui, vous avez continué plus longtemps. Très, très bref. Mais... Non, entre 92 et 96, il n'y a rien eu. Il y a eu une petite rechute en 96. Une petite rechute en 96. C'était pas une rechute, d'ailleurs. On dit tout, hein. Vos enfants, ils ont agi comment par rapport à ça, rapidement? Vous les avez complètement protégés de ça, ou ils ont vécu certaines parties de tout ça? Je dirais qu'on essaye de vivre maintenant avec nos enfants de la même manière que nous vivons ensemble. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne se passe pas, on fait une réunion de famille. Et chacun a l'occasion de dire, ben voilà, moi je ne suis pas content de toi parce que tu m'as pris mes poupées cette semaine, sans me le demander 3 fois, et ça je ne veux plus. Donc, et donc à travers, je dirais, des petits exemples de la vie quotidienne, nos enfants comprennent bien par où nous sommes passés en tant que couple. Mais par contre, nous les avons protégés relativement fort de nos crises, c'est-à-dire qu'on ne leur demandait pas, est-ce que tu crois qu'on doit rester ensemble ou divorcer, quoi. Ce que certains couples font. Là, on comprend. Il ne faut jamais faire. Hein. Ah oui, il faut jamais faire. Jamais prendre ses enfants à témoin et jamais de ses querelles ou de ses problèmes. Il y a des choses qui concernent la famille,
et il y a des choses qui concernent le couple. Et je crois que le couple ne doit pas mélanger. On comprend bien le fonctionnement, mais c'est plus facile de dire les chaussettes, c'est un vrai problème, arrête, j'en peux plus de ramasser tes chaussettes, et de dire que de dire je suis pas heureuse avec toi au lit, tu me donnes pas de plaisir, etc. C'est des choses plus difficiles et à dire et à recevoir. Et vous avez pris le parti de tout déballer à chaque fois. Oui. Je dirais qu'on peut s'exercer d'abord en faisant des remarques sur les chaussettes. Et puis, à force d'apprendre à faire des remarques sans blesser l'autre, mais en disant en même temps ce qui se passe, on a appris petit à petit à dire ce qui nous plaisait, ce qui ne nous plaisait pas au niveau de la sexualité, au niveau du travail, etc. La morale de l'histoire, ça serait que maintenant que vous vous apercevez que tout va plutôt bien sur le plan sexuel, en tout cas bien mieux entre vous, faut pas être pressé. Dans notre cas. Dans votre cas. Je dirais que notre histoire est un peu particulière parce qu'habituellement, les couples, ça démarre très, très fort et puis les difficultés arrivent après. C'est à l'envers. Nous, c'est à l'envers. C'est-à-dire on a commencé par les difficultés et pendant 10 ans, ça a été des difficultés, mais on a été capable, et beaucoup de couples à qui on en parle, pour eux, je dirais que c'est un message d'espoir. C'est de leur dire, si vous avez les pires difficultés ensemble, on les a à peu près toutes connues parce que, bon, là, on parle beaucoup de sexualité, mais les histoires d'argent entre nous, ça a été très dur. Les histoires de garde d'enfants ou d'éducation d'enfants, ça a été aussi des sujets de conflit, les sujets de reconnaissance. Vous engueulez tout le temps. Mais oui, tout à fait. Mais on a appris à se dire les choses sans jugement. Voilà. Mais à force de ne plus dire les choses, on accumule des rancœurs et c'est là qu'on court un véritable danger. Il ne faut pas crever l'abcès une fois pour toutes, il faut le crever régulièrement, c'est ça? Il ne faut pas avoir peur des crises. Parce que les crises, ça fait grandir. Et dans un couple aussi, quand on sait reconnaître une crise et essayer de la dépasser ensemble, on grandit ensemble. Donc chaque fois qu'il y a les chaussettes qui traînent, un coup de gueule. Il ne faut pas laisser passer. Moi, je ne laissais pas passer. Non. Bah non. Et il s'est amélioré un peu sur les chaussettes ou pas? Oui. Sur les chaussettes. Oui. Sur les chaussettes ou sur le reste? C'était pas dans la question. Merci d'avoir été. Ah oui, c'est très joli. Marie, justement, alors, la question qu'on peut se poser, c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose, la franchise dans le couple, est-ce que ça fait durer ou est-ce que ça fait pas durer? Vous n'allez pas faire une réponse de Normand, hein. Vous êtes dans l'émission. Nous, les gens vont dire, on ne sait pas, mais vous devez savoir. Bah, écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut dire la vérité, mais pas toute. Dans un couple, dire tout, c'est fou. Il ne faut jamais tout dire. Mais ni dans un couple, ni nulle part. Il ne faut jamais tout dire. Il faut dire ce qu'on pense que l'autre peut entendre. Quand on veut tout dire, c'est qu'on veut forcer l'autre à entendre. C'est violent, c'est une effraction, c'est établir un rapport de force. Et dans un couple, je crois on sait bien ce que l'autre peut entendre. Et quelquefois, dans le taire ou dans le dire, il y a une façon de stimuler, de titiller un petit peu l'autre. Tout le monde n'est pas capable d'entendre tes chaussettes, vraiment. Oui, mais les chaussettes, oui. Les chaussettes, hein. Marie, ça fait penser à quelque chose. Les Français, eux, pensent que la franchise en amour, justement, est inévitable. À un moment donné, il faut dire les choses. Ah oui. Ah oui, les Français. J'ai appelé d'ailleurs les Français. Un par un. T'as appelé les Français. 6 hommes sur 10 quand même, et 7 femmes sur 10 pensent qu'il faut se dire la vérité. Oui. Même les tromperies? Eh ben oui. J'ai pas d'idée là-dessus. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on veut que le couple dure, il faut s'embrasser. Ah. Et il y a une étude très, très sérieuse, non pas sur des mouches, mais sur des hommes, qui montre que les couples qui durent sont ceux qui s'embrassent beaucoup. Alors, vous avez le petit baiser qui rassure. Genre, attends, faire une démonstration, il y a marqué. Non, c'est pas écrit. Bien joué, mais c'est pas marqué. C'est pas écrit. Donc il y a le petit baiser qui rassure, genre je suis là, il y a le gros baiser fougueux. Le petit baiser, c'est quoi? C'est genre le petit smack le matin quand on part au travail et tout? Voilà, et puis il y a aussi le ça gros c'est bon, smack. Ça, il faut s'embrasser aussi comme ça? Ouais. Et le il y a gros smack, il faut y aller dans le aussi. couloir. Oui, si on n'est pas pressé, il faut y aller, autrement ça agace. Ouais. Si vous êtes en retard et qu'on vous fait un gros bisou fougueux, donc, ça énerve. Voilà. Il y a le bon, ça énerve, mais il faut le faire quand même, d'après ce que vous dites. C'est vrai. Il ne faut pas arrêter de s'embrasser. Le baiser, c'est vraiment une chose qu'on partage. Je voudrais vous faire réfléchir sur une chose, c'est que faire l'amour tout seul, c'est possible. En tout cas, avoir du plaisir tout seul, c'est possible, mais s'embrasser tout seul, ce n'est pas possible. Ah bah ça c'est clair. Donc si vous voulez faire durer votre couple, continuez de vous embrasser tous les deux. D'accord. Alors il y a un autre secret pour faire durer les couples, paraît-il, c'est de faire chambre à part, voire appartement à part. C'est l'expérience de Laurence Gilles. Elle va nous expliquer ça. Merci de l'accueillir. Laurence Gilles. Bonsoir Laurence. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci. Alors Laurence, vous aimez Stéphane,
qui n'est pas là ce soir. Qui n'est pas là, mais c'est pas grave, on pense à lui depuis quelques années. Et vous vivez à Paris dans un immeuble. Lui habite au 3e étage et vous habitez au 7e étage. Exact. Vous êtes à 4 étages d'écart. Qui a eu cette idée saugrenue? Elle n'est pas si saugrenue que vous le pensez. C'est même un plan génial que je recommande. C'est moi qui ai commencé à avoir l'idée, dans la mesure où je pense que dans un couple, il y a encore un plus joli mot que voilà, où je suis là, c'est j'arrive. Et le fait d'arriver, le fait de bouger, le fait de se donner rendez-vous me paraît être quelque chose de très important. Donc vous arrivez tout le temps, tous les deux. Et vous pensez que c'est une bonne arme anti-routine? Je pense que c'est une très bonne arme. Et ça me paraît évident. Imaginez d'ailleurs l'homme qui quitte son bureau et qui dit, au lieu de dire il faut que je rentre parce que ma femme m'attend, il dit il faut que je rentre parce que je dîne chez ma femme. Est-ce que c'est pas plus rigolo? C'est joli, oui. En tout cas, c'est joli, c'est tentant, oui. C'est tout à fait tentant. C'est comme ça que ça se passe concrètement, parce que c'est vrai qu'on peut se dire c'est bien sur le papier, mais comment ça se passe au jour le jour concrètement? Il faut bien penser que c'est vraiment une vie de famille. On a des milliards d'enfants, famille recomposée quand même. Et, lui, il a 3 enfants et vous en avez voilà. un. Et donc tout ça fait une vie de famille. C'est-à-dire que la salle à manger est au 7e étage. Les chambres... Non, chez moi. Chez vous? Parce que c'est quand même moi qui fais la bouffe. Ouais, on va en parler. Et ça monte, ça descend, les chambres à coucher peuvent être en bas, les jeux vidéo, les DVD, c'est en bas, les soirées mondaines, c'est en haut, enfin tout ça... Donc si on résume un peu, la salle à manger et la cuisine, c'est en haut chez vous, et le lit, c'est chez lui en bas. Les lits, j'ai dit. Les lits. Les chambres, les enfants, tout ça. Oui, non, mais la vôtre... oui, aussi, bien sûr. Mais tout le monde est content, y compris le chien, parce que tout le monde... C'est pas le sujet de ce soir, hein. C'est les couples. Hein, non, mais le bonheur d'un chien, Pascal. Oui, c'est important. C'est important. Je ne vous fais pas dire. On dira jamais l'importance d'un chien dans le couple. C'est vrai. C'est vrai, il y a des statistiques qui le montrent. Oui, alors, de toute façon, vas-y. Il y a eu une étude. Eh ben oui, il y a eu des études. Et si on a un chien ou un chat, eh ben les couples durent plus longtemps. Vous me demandez pas pourquoi. Peut-être qu'on passe le nerf. Donc embrassez-vous et achetez un chien ou un chat. Et on a un chien et un chat, nous. Alors vous vous rendez compte, c'est bien parti. Laurence, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que Stéphane vient dîner systématiquement chez vous, ou alors il est invité? Alors disons que, bien sûr, il vient, il a sa clé, tout le monde a la clé des appartements, tout le monde. Mais il n'empêche que ça nous fait quand même penser qu'à chaque fois c'est un rendez-vous. À chaque fois, dans notre tête, on se dit bon, à quelle heure je peux venir, le dîner sera prêt à telle heure. On n'a pas les hommes et les enfants qui attendent sur un canapé en attendant que ça soit prêt. On a le temps. Vous n'envoyez pas les cartons quand même? Non, j'allais dire, c'est quand même pas. On passe pas par le Bristol, mais néanmoins, à chaque fois que ce Stéphane sort de table, il dit merci de m'avoir reçu pratiquement. Et il dit ça. Et c'est quelque chose de très agréable pour une femme. Parce qu'effectivement, je ne pense pas que... Alors, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien qu'un couple est fait pour les rendez-vous. Voilà. Et pour l'instant, c'est un équilibre épatant. Mais pourtant, a priori, on se dit là aussi, vous êtes un peu exceptionnel, parce qu'on se dit que les femmes aiment bien avoir leur mari à la maison le plus tôt possible. Oui, mais par exemple, soient là, qui traînent dans leurs pattes, qui goûtent les sauces. Je vais vous dire... voire qui traînent dans le canapé. C'est un homme qui dit ça. Oui, c'est un homme qui dit ça. Non, mais je pense que le gros avantage aussi de l'appartement séparé, mais dans le même immeuble, je dis bien, il ne faut pas qu'il y ait de rue à traverser, il ne faut pas qu'il y ait de voitures à prendre, il faut vraiment que ce soit... Vous auriez même pu prendre le même palier. À la limite, ce serait encore mieux, mais là, on n'a pas trouvé, mais ça serait idéal. Mais je pense qu'en plus, on s'offre 2 atmosphères différentes, c'est-à-dire que c'est quand même entrer dans l'intimité de l'un que d'aller chez lui, et inversement, et ça double les intimités et les atmosphères. Chez vous, ça sent la cuisine, et chez lui, l'encens. On peut dire ça. Vous êtes convaincu, et vous avez la preuve, puisque ça fait quand même un certain temps que vous cohabitez de cette façon-là, que vous, en tout cas vous vous aimez, que vous vivez ensemble. Oui, on peut dire qu'on cohabite. Vous avez l'impression effectivement que c'est une des choses qui contribue à solidifier votre couple? Je pense parce que chacun est libre quand même de ne pas montrer à l'autre ce qu'il n'a pas envie de lui montrer. On peut éviter aussi tous les côtés mauvais du quotidien, si on n'a pas envie de les assumer pour l'autre, ou si l'autre n'a pas envie de... Concrètement, vous avez par exemple 2 salles de bain séparées, par la force des choses, et donc il ne vous voit jamais... Alors si je veux qu'il ne me voit pas, il ne me voit pas. Alors si, il me voit bien sûr, mais néanmoins, il ne sait pas tout de mes secrets de beauté, par exemple, qui sont dans ma salle de bain, et pas dans la sienne. Quand vous engueulez, comment ça fonctionne? Alors l'intérêt quand on s'engueule, imaginez, ça n'arrive pas encore, mais ça va pas forcément, ça va arriver un jour. Alors je me dis... Combien de temps vous êtes ensemble? 3 ans.
Oh, dites donc. C'est pas mal déjà. Vous avez jamais engueulé depuis 3 ans? Non, pratiquement pas. Bravo. Non, mais peut-être est-ce une des raisons aussi. Le secret du couple qui dure. Alors je me dis, à la première ou prochaine engueulade, imaginez si celui qui va claquer la porte, si on habite sous le même toit, on se retrouve à la rue. Là, on peut claquer la porte et on se retrouve chez soi. Voilà. Ça donne beaucoup C'est un côté d'avantages. pratique, mais est-ce que ça facilite pas aussi le fait de ne pas parler? On a vu tout à l'heure de très beaux exemples de couples qui règlent les choses en s'affrontant, en parlant, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est... Non, on est tout le temps ensemble. Là, on a quand même une ressource facile, c'est de claquer la porte et d'aller chez soi. Oui, bien sûr. Maintenant, on peut l'utiliser ou on peut ne pas l'utiliser, mais ça nous laisse la liberté. On a le choix. Non, c'est bien. Hein. Laurence, vous dormez ensemble quand même? Oui. Tout le temps? Oui, bien sûr. Toute la nuit? Oui. On a des chambres, il y a les chambres, il y a la salle de bain, les salles de bain, il y a la salle à manger. Et c'est vraiment formidable parce que c'est une vraie famille. Et les enfants, quand on a nos tables de famille le soir, c'est vraiment une vraie vie de famille. Maryse disait quand même au début de l'émission que le couple, c'était aussi partager, construire ensemble. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un peu une fuite par rapport à ça au fait Non, il n'y a pas une fuite parce que précisément quand vous avez un problème et que de toute façon le type il est là pour dire ben oui chérie je vais m'en occuper, c'est pas pareil que quand vous avez un problème et il dit oui j'arrive. C'est un mot magique que de faire la démarche d'aller tout de suite le plus vite possible en plus tant qu'à faire. Ça je suis partisane du rendez-vous quel que soit le rendez-vous. Le rendez-vous. Ah oui. Dans le couple. Faire cette démarche de se dire je vais voir l'homme, je vais voir la femme, on se retrouve et en plus après le repas, si par exemple il n'a pas envie de regarder le programme de télé que je vais regarder, il descend écouter ses disques et ça fait pas des drames. Mais les enfants. Obligé de regarder le foot. Par exemple. Voyez-vous la chance. C'est génial. Voilà. Et si je veux regarder le foot pour lui faire plaisir, je le fais aussi. Ouais. Mais il saura que c'est pas une obligation. Voilà. Non, je suis très partisane. Bon ben Laurence, bravo pour ces explications. Longue vie. Et longue vie à Stéphane. Quand vous le verrez dans l'ascenseur. Je transmettrai. Merci Laurence. Est-ce que c'est un fantasme très partagé comme ça, de vivre dans son jardin secret, dans l'intimité, ou est-ce que les gens ont envie de vivre les uns sur les autres? Les deux. Moi, j'ai envie de dire que la routine tue le couple érotique pour le transformer en couple domestique. Ah. Et ça peut être un choix. Mais vous voulez dire que plus on est l'un sur l'autre, moins on a envie l'un de l'autre? Un peu vite dit, mais c'est ça. Comme ça. En tout cas, la routine transforme un couple qui s'aime et qui se désire en un couple quasi familial, domestique. Et effectivement, il me semble que c'est ce que vous voulez éviter. Mais d'autres, au contraire, font le choix de dépasser le plus vite possible les années de libido et d'érotisme pour en arriver très vite aux années pantoufles. Oui. Mais comme vous avez dit, Maryse, un vrai couple qui dure, c'est aussi un couple qui sait entretenir sa sexualité et son désir. Moi, j'ai tendance à penser qu'un couple, c'est bien quand il a une bonne sexualité. Mais il y a aussi des couples pantoufles et qui sont tout à fait heureux comme ça. Les années pantoufles. Mais oui. Il y a les... Ce fantasme d'intimité, de faire ou chambre ou appartement à part, c'est plus masculin ou féminin? Je crois que c'est... Au niveau du fantasme, c'est peut-être équilibré, mais les femmes souhaiteraient beaucoup plus le réaliser, parce qu'en général, dans la cohabitation domestique, c'est quand même la femme qui paye beaucoup plus. Ouais. L'homme est un petit peu toujours invité chez lui, tandis que, oh bah si, hein, il dit pas toujours j'arrive pour s'occuper de la robinetterie, mais enfin il met les pieds sous la table ou des choses comme ça, ou il attend devant la télé. Hein. J'ai envie de dire non, naturellement, toi aussi, j'imagine. Mais il n'y a pas que du faux dans ce que vous dites. C'est pas complètement faux. Et il faut que ça change d'ailleurs. Et vous vous en occupez. Chez moi. Comment? Voilà. Maryse, est-ce que le fait de se connaître très jeune, que parfois l'un et l'autre on soit le premier partenaire de l'autre, est-ce que ça aussi c'est pas souvent un facteur d'échec? Non, pas un facteur d'échec, un facteur de risque. De risque. Voilà, plusieurs risques. D'abord, quand on a un premier partenaire, on se connaît mal. On connaît mal son corps, on connaît mal son désir, on connaît mal ses plaisirs, on connaît mal le corps de l'autre. Et puis, lorsqu'arrive la désillusion, eh bien, elle est terrible. Lorsque, dans ce premier amour, oui, on y a mis tout, toutes ses espérances. Et là, ça risque d'être un naufrage. Et pourtant, il y en a, moi, à ce propos, j'ai des chiffres étonnants. En France, une femme sur 3 est toujours vierge au moment où elle se met en couple. Alors, je ne parle pas de mariage, parce qu'aujourd'hui, on veut dire en l'an 2000, une femme sur 3... Vous pensiez peut-être qu'on prenait un petit peu d'entraînement avant, et pas du tout. Non, on ne pensait pas forcément. Non. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amour avec quelqu'un et qui se mettent en couple dès le lendemain matin. Voilà. Non, mais on se fait beaucoup plus en couple facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, il y a même des jeunes aujourd'hui qui en ont fait un principe, rester vierge pour la personne qu'on aime. Quand l'amour est plus fort que le désir, regardez ce que ça donne. Fanny a 19 ans. Séduisante et d'apparence moderne, cette jeune étudiante a décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Un moyen, selon elle, de bien démarrer sa vie de couple. Non, j'ai jamais embrassé un garçon, c'est vrai.
Je me dis, ça sera encore plus beau, je pense, le jour où je vais me marier. Et puis mon mari, je vais lui dire, bah, c'est toi le premier avec qui je vais coucher, avec qui le premier que j'embrasserai. Bon, c'est sûr, c'est pas forcément évident dans la vie de tous les jours parce qu'on rencontre plein de gars qui sont vachement beaux. Moi, je préfère bien réfléchir avant et puis passer à l'acte quand vraiment je suis sûre. Et vous croyez pas que vous êtes un petit peu démodée? Non, je pense pas. Mais je vais aller demander aux gens. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes ou des jeunes filles dans mon cas qui décident de rester vierges jusqu'à leur mariage? Oh, c'est extrêmement rare, ça. Ben, pour le mec, c'est pas terrible, quoi. Celles qui restent vierges jusqu'à leur mariage, chapeau. Ouais. Pour l'homme, c'est bien aussi de savoir que sa copine est encore vierge, je pense. Moi, je suis restée vierge jusqu'à 21 ans, ce qui est déjà pas mal. J'en ai fait autant et je me suis fait larguer, donc je croyais que c'était le bon et puis en fin de compte, eh ben non. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui veulent rester vierges jusqu'à leur mariage? Oula, c'est la question. À notre époque, c'est ridicule. C'est vrai que le sexe, malheureusement, c'est comme tout, quoi. C'est en pratiquant qu'on découvre certaines choses. Qu'est-ce que vous pensez de moi alors? Parce que moi, j'attends jusqu'au mariage. Je pense que vous faites bien. Je pense que moi, j'ai déjà 30 ans que je suis marié. Si vous arrivez pareil, vous serez aussi heureux dans 30 ans, je pense. Voilà. Faire durer son couple, c'est ce qui motive Fanny. Son futur mari, elle ne le connaît pas encore intimement, mais elle se réserve déjà pour lui. Mais rester vierge au milieu de tentations, c'est tout un art de vivre. Alors pour Fanny, même s'il faut rester moderne, il n'est pas question d'aguicher les garçons. Quand j'achète des vêtements, je regarde, est-ce que quand je m'assieds, on voit mes petites culottes? Est-ce que quand je passe devant une porte, on voit mes jambes jusqu'en haut? C'est des détails, mais pour moi, c'est important. J'aime pas trop ce qui moule. Ouais, par exemple, ça, je me vois pas trop là-dedans, quoi, déjà. Ça descend, c'est un peu décolleté, puis ça moule. Déjà, quand on se penche, que le gars qui est en face, il voit tout l'intérieur, il voit ta poitrine, il voit tout, et ben, c'est pas mon but. On peut être habillé joli et bien, et puis sans forcément qu'on prenne... parce que maintenant, il y a certains habits, franchement, des filles, quand on les regarde, on pourrait croire que c'est presque des prostituées, quoi. Ah, j'ai l'air de quoi, là? Bon, j'ai mis ça pour faire plaisir, pour montrer que je suis pas coincée. C'est pas les habits qui me gênent, c'est l'effet qui en ressort, quoi. Donc, c'est la première et la dernière fois que vous me verrez comme ça. Quelle horreur! Quelle horreur, pas si horrible que ça. Maintenant, je pense que plus on en montre, mieux c'est. Moi, c'est pas ma théorie. Les strings, franchement, c'est pas trop mon truc. Et puis, je suis très bien dans une culotte. On s'en doutait un peu. Il est maintenant temps pour Fanny de retrouver Karine, une amie de 10 ans, son aînée, qui a décidé de rester vierge, elle aussi. Moi, j'ai connu mon fiancé il y a 10 ans. Enfin, on était bons copains et puis depuis 4 ans, on a décidé de se marier. On n'a jamais eu de relation sexuelle jusqu'à aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, on a décidé de ne pas en avoir jusqu'au mariage. On ne s'est jamais embrassé. Et normalement, donc, on se marie à la fin du mois, le 28 octobre. Et puis on réserve ça pour le jour J. Dans mon esprit, aujourd'hui, je me dis que je ne veux pas avoir dans la tête d'envisager un divorce. À ce moment-là, sinon je ne me marie pas du tout, quoi. Maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui va se passer, ça, j'en sais rien. Nous avons voulu inviter l'un de ces couples qui a voulu attendre le mariage avant de faire l'amour. Merci de recevoir chaleureusement Damaris et Gérald Girondel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, bienvenue. Alors Damaris et Gérald, vous avez décidé tous les deux de ne pas avoir de relation physique avant votre mariage. Pourquoi? On voit ça dans un instant. Il n'y a pas photo, deuxième partie. Merci d'être toujours présent. On parle ce soir du secret des couples qui durent. Ils sont plus nombreux qu'on le croit et ça nous fait bien plaisir. Toujours avec Maryse Vaillant, Gaël et Billy, mesdames et messieurs. Alors, je rappelle la situation. Vous êtes mariés depuis 4 ans. Vous avez, Damaris et Gérald, 2 enfants, des petits-enfants. Ils ont quel âge? 3 et 1 an. 3 et 1 an, donc des vrais petits-enfants. Et vous vous connaissez depuis 8 ans. Donc 2 fois plus de temps à peu près que... un peu moins. Un peu moins, 7. Oui, 7 ans, oui. Voilà. Et vous n'avez pas fait l'amour. Vous n'êtes pas connus bibliquement, comme on dit, avant le mariage. Donc pendant 3 ans ou 4 ans, vous êtes restés en chien de faïence, si j'ose dire, l'un en face de l'autre. Et comment vous avez fait pour tenir pendant toutes ces années-là? Alors déjà on ne s'est pas tenu en chien de faïence, disant que je ne suis pas tombé tout de suite amoureux, moi. Tout simplement, on faisait partie d'une bande d'amis, de copains. Et puis, c'est au bout de plusieurs années que je suis tombé amoureux.
Et effectivement, j'ai voulu garder la sexualité pour moi dans le cadre du mariage. Et c'était une décision qui était commune. Damaris, vous aviez aussi cette vision-là du couple et de l'amour? Oui, parce que pour moi, je voulais tout réserver pour mon futur mari. Et voilà, quoi, j'avais pris cet engagement. C'est un engagement personnel avant tout. Tout à fait, personnel. On va voir comment ça s'est passé, comment vous avez vécu effectivement cette... comment ça s'est pas passé. Comment ça s'est pas passé, effectivement. Comment vous avez vécu cette période d'attente et d'abstinence. Mais avant tout, est-ce que vous pensez que le fait justement de vous être attendu est une des choses qui font que votre couple marche bien aujourd'hui? Et que c'est une garantie quelque part de durée? Je dirais une garantie absolument pas. On passe comme le couple précédent, comme on a entendu, par des crises. L'histoire des chaussettes sales, on connaît. L'histoire du cadre. Vous aussi par tous les couples, je pense qu'ils passent par une crise. C'est normal. Mais le fait d'avoir bâti notre mariage sur un fondement comme ça, quand on construit une maison, il faut mettre un fondement. Je crois qu'au Japon, plus ils construisent haut, plus ils doivent creuser profond. Et on a une époque où je pense qu'il faut des fondements importants. Et c'était ce souci qui fait qu'on a bâti notre mariage comme ça. En l'an 2000, c'est pas fréquent d'entendre un discours de ce type. Alors, je vais vous poser des questions de garçons de l'an 2000 qui sont peut-être un peu... mais l'abstinence, ça veut dire on ne fait pas l'amour. Ça, c'est sûr. Mais vous faisiez par exemple des bisous, vous flirtiez, comme dans le temps nos parents, dans les années 50, flirtaient, etc. Ou rien, ou on ne se touchait pas. Personnellement, donc Gérald et moi, on avait décidé de ne pas avoir de contact physique avant le mariage. Pourquoi? Parce que quand on commence, c'est dur de s'arrêter? Eh ben, une expérience personnelle, Gaëlle? Quelque part, oui. Quelque part, mais vraiment par souci de tout garder. C'était... Ouais, donc le premier baiser, c'était la nuit de noces. Exactement. Et voilà. Et quel baiser. Ah ouais. Mais c'est vrai pour nous, il est gravé, c'est pas une aventure passagère. Pour nous, on a voulu réserver ces moments-là dans le cadre du mariage. Et on l'a bien vécu, c'était beau. Pour nous, ce n'était pas le souci de se priver ou d'être ringard ou je ne sais pas quoi. C'est le souci de réserver le... Non, vous n'avez pas l'air du tout ringard, c'est pas du tout le problème. Et loin de nous, cette idée. Mais quand vous vous retrouviez tous les deux dans une soirée, ou tous les deux chez l'un de l'autre, quand vous vous retrouviez tous les deux, quelque part, et à un moment donné, vous étiez proches l'un de l'autre, vous ne faisiez rien, vous décidiez donc de ne rien faire. Vous en parliez à ce moment-là, ou c'était un pacte tacite entre vous, genre on n'en parle pas et on se touche pas, on fait rien? Non, c'est juste... En même temps que vous en rigoliez, du genre, tiens, je t'embrasserais bien, ben non, je peux... Tu sais bien qu'on peut pas, je rêve, je fais des romans. Non, mais j'essaie de savoir. Non, mais tout à fait, vous faites bien de poser les questions. Mais je vous remercie. Mais c'est pas quelque chose où on est comme ça, et puis quand on était fiancés, surtout, je vais pas la voir, dès qu'elle arrivait quelque part, je partais dans l'autre direction. Extérieurement, on était toujours dans la même bande d'amis, etc. Et je crois qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on a une foi, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisable. Et c'est pas une sorte de cheval fou. On a des désirs, mais quelque part, le cheval va où on veut. Et heureusement que j'avais des désirs. Je ne me suis pas marié avec une femme que j'aimais pas et avec qui j'étais pas amoureuse. Bien sûr. Amoureux, pardon. Mais je veux dire... c'était complètement naturel. Quoi, Cela dit, je crois savoir quand même que vous limitiez autant que possible les occasions où vous vous retrouviez tous les deux tout seuls et dans l'intimité, non? À partir du moment où on a décidé de se marier, on s'est marié vite. Oui. Voilà. Demain matin, mais oui, je veux dire, il ne faut pas non plus rêver. Oui. Je veux dire, une fois qu'on sait, mais oui, c'est lui, c'est elle, bah pourquoi attendre? Franchement, il n'y a pas de raison. Oui, c'est vrai, tant qu'à faire, surtout que... Ça a été... Oui, t'allais dire. Surtout que ça devient pénible, à force d'attendre. Oui, je le confirme, pas moi pas, mais... Gérald, on dit souvent que les hommes sont un peu plus faibles sur la chair que les filles. Est-ce que ça a été plus dur pour vous que pour votre femme? Honnêtement, vous en avez reparlé depuis, vous savez, donc... À connaître les garçons en général, je pense que c'est vrai que c'est plus dur pour un garçon que pour une fille, parce que je veux dire, quand on va partout aujourd'hui à Paris, c'est pas les occasions d'être tenté ou de voir une belle fille. Mais là encore, c'est une chose de voir une belle fille, il y en a plein à la salle, mais ça me fait rien. Je veux dire, ça se maîtrise. Et pour moi, j'aimais vraiment ma femme, et pour moi, la meilleure preuve de dire que je l'aimais, c'était de la respecter, il donnait tout entier le jour du mariage. Et quand vous regardiez, je sais pas, parce qu'il y a quand même des choses qui sont plus difficiles quand on regarde un film d'amour. Avec, il y a toujours c'est vrai, il y a toujours des jolies scènes très romantiques Titanic. Avec des gens heureux, Titanic, des baisers, etc. Ça contribue pas à rendre les choses encore plus difficiles. Vous parlez avant qu'on se marie. Oui, toujours avant. Il parle pour lui surtout. Oui, tout dépend de quand on a pris un engagement ou même quand on a décidé d'avoir
un style de vie. Il y a tout. Enfin, après, il faut orienter toute chose, évidemment, pour être encouragé dans ce style de vie. Vous n'arriviez pas en mini-jupe devant votre fiancé, je veux dire, alors vous saviez, ça avait déjà 2-3 ans qu'il attendait. Ça veut dire que vous regardiez que des westerns ou des films d'horreur. vous allez un peu trop loin, là. Vos copains, comment ils ont réagi pendant cette période-là? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Vous avez des réactions marrantes, des fois? Ouais, alors moi, je me souviens, quand j'étais encore étudiante, hein, quand j'ai dit à mes copines, je vais me marier. Ah bon, ça fait combien de temps que tu vis avec ton copain? Je dis, on n'a pas vécu ensemble. Oh, alors ça. Et ça veut dire que tu vas te marier en blanc? Ah ben ouais. Et là, j'ai vu que les filles... Ça mord. Ça mord parce que ça répond à quelque chose. Et elles m'ont dit, mais ça, c'est super. Ce que tu vis, c'est super. Moi, je ne peux pas le vivre. Je ne suis pas à la hauteur, mais ce que tu vis, c'est super. Donc, c'est ce que j'ai eu. Plutôt des réactions sympathiques et favorables, quoi. Aussi des moqueries. Ça fait partie de la vie, hein, je veux dire. Je veux dire... Il y a effectivement, c'est très beau, toute cette attente, etc. Mais est-ce que le jour où on arrive à la nuit de noces, on n'est pas totalement paniqué, stressé, sans jeu de mots, en transe? C'est... Non, n'applaudissez pas. C'est tellement plus beau si le jour du mariage, je peux dire à ma femme, t'es la première. Et pour nous, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On s'est dit quelque part, ouais, t'as jamais connu une fille, etc. Et je crois que le véritable amour, il n'a pas besoin d'essayer. Et le premier soir, ça a marché. Il n'y a pas besoin de répétition. Non. Et je veux dire, et ça marche toujours. Le dîner a duré une demi-heure. Hein. Ils ont viré toute la famille à 9h15. Non. Tu prends du café? Non, Pièce montée dehors. Moi, ce que je veux dire, c'est que la sexualité, c'est super. Je veux dire, moi, je suis heureuse dans mon couple parce que, justement, ça va bien. Comme vous dites, au lit, à la cuisine, ça va bien. Je veux dire, moi, je trouve ça super. Seulement, c'est dans le cadre du mariage. Pour moi, c'est à une personne. Et c'est ce que je veux vivre, moi. C'est vraiment ce que je veux vivre. Seulement Gérald. Et tout découvrir, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. On s'aperçoit tous les jours, on dit « Ah, mais t'es comme ça, et t'es comme ça ». Et on n'a pas fini de découvrir. Damaris, quand vous voyez des filles et des garçons aujourd'hui qui font l'amour assez vite, à peine ils se connaissent, est-ce que vous portez un jugement de valeur sur eux? Non. Si je pouvais, je leur dirais fais attention, il y a peut-être autre chose de plus beau. Simplement ça. Il y a peut-être autre chose de plus beau. Selon vous, c'est une sorte de gaspillage de se disperser comme ça avant le mariage, avant la relation unique qu'on attend, etc. Il y a cette notion-là? C'est pas cette notion négative du gaspillage, mais plutôt de préserver, parce qu'on n'en a qu'une virginité. Ce que je lui ai donné, je le donnerai à personne d'autre. C'est tout, quoi. Donc juste fais attention. Est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il y a de plus beau, ce que tu vis là? Et le mot infidélité, il est également banni? Mais je trouve mon mari superbe, quoi. Ouais. Je veux dire, je vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs. Quand on est amoureux. Quand on me parle d'infidélité, je dis souvent je préfère vivre plein de choses avec une femme, la mienne, que plein de choses différentes, enfin que toujours la même chose avec plein de femmes. Jolie phrase, vous connaissez Maryse, vous, hein? C'est elle qui vous écrit vos textes, quoi? Ça sera la conclusion, merci. Merci à vous deux, en tout cas. Marie, c'est un témoignage à la fois étonnant et intéressant. Est-ce que, en tout cas, l'abstinence, on peut considérer que ça peut être un bon moyen de faire durer le désir plus longtemps dans un couple? Le fait ou de s'abstenir totalement ou de gérer la relation amoureuse? Ça dépend. Parce que c'est pas tellement l'abstinence, c'est la foi. Dans ce que vous nous avez dit, c'est l'abstinence dans le cadre d'une foi. Bon, alors, quand on a la foi, quand on croit en quelque chose, ça transcende tout. Sinon, l'abstinence, ça peut être vraiment vécu comme quelque chose qui peut faire maintenir le désir, mais pas pour tenir un couple. Un couple, moi je pense que pour qu'un couple tienne, il lui faut une entente sexuelle forte, oui, une bonne entente sexuelle, avec des hauts, des bas, des moments de crise, mais une entente sexuelle qui s'améliore d'ailleurs, hein, qui peut s'améliorer. Billy, est-ce que les Français sont très infidèles et est-ce qu'ils l'avouent beaucoup? Eh bien, en France, 90% des hommes et des femmes considèrent en effet que la fidélité comme indispensable au bonheur conjugal. La fidélité. Oui. Donc, il pense qu'il faut être fidèle. Mais il y a combien? J'ai dit 9 sur 10 disent qu'il faut être fidèle. Non. Oui. Non. Oui, mais à côté de ça, il y en a combien qui avouent qu'ils ont été infidèles? Ah. Alors, il y a des milliers d'hommes, on s'est bien renseigné du côté des hommes, qui jouent avec le feu, effectivement. Plus d'un homme sur deux avoue avoir été infidèle
au moins une fois dans leur vie. Mais ils avouent, hein. Un sur deux? Ah, oui. C'est beaucoup quand même. Je pensais qu'ils seraient plus hypocrites que ça. Plus ceux qui avouent pas. Vous faites partie de... Non, moi je fais partie des... moi je fais partie de ça vous regarde pas. Ne se prononce pas. Joker, j'ai le droit aussi. Et près d'une femme sur 10 confesse avoir trompé leur mari. 1 sur 10 seulement. Ouais. C'est beau quand même, on a des beaux chiffres. Hein. Ouais, c'est bien. Mais 1 sur 10 confesse avoir trompé son mari et 5 sur... femme sur 10. Donc les garçons sont quand même moins menteurs que les filles. Bah, oui, ou alors plus infidèles. Ou plus infidèles. Mais comme il y a autant de femmes que d'hommes... Ils font, mais ils le disent. D'accord, ils font, mais ils disent. Jouer avec le feu. Mais à tel point d'ailleurs qu'il y a des sociétés qui se développent actuellement pour faciliter le travail des maris infidèles, il paraît. Alors, pas en France, hein. Pas en France, pas pour le moment, quoique... Ou des femmes, ouais. C'est une société britannique, en fait, qui est unique dans son genre. Hein. Unique, mais qui promet désormais l'adultère allié à un prix de rien du tout. 210 francs de frais. N'est-ce pas? C'est une société en fait sur Internet qui s'appelle alibi.com. Alibi.com, voilà. Le nom dit tout déjà. Alibi. Alors imaginez, je ne sais pas, vous voulez faire croire à madame que vous partez, je ne sais pas, en séminaire, en colloque, avec des collègues de travail. Vous tapez alibi.com. Alibi.com, vous expliquez la situation, vous donnez bien sûr votre numéro de téléphone, vous dites vous donnez les précisions bien sûr, et la société, elle va se charger de trouver des alibis. Alors par exemple, d'envoyer une convocation en faisant croire que vous avez bien une réunion de travail à l'autre bout de la France, alors qu'en fait, non, vous êtes le quartier d'à côté. Voilà. Ouais. Et puis, c'est encore mieux, il y a un standard, carrément, un standard qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un faux numéro, bien sûr, et qui fait croire que c'est un hôtel. Alors, le mari dit, par exemple, je serai à l'hôtel à tel numéro, tu peux me joindre. Bien sûr, madame le soir appelle, allô, et c'est l'hôtel qui le faux hôtel qui répond. Hôtel Windsor, oui. Oui, voilà. La chambre 212. C'est d'une perversité sans nom. Ah, monsieur Machin n'est pas là, mais il reviendra tout à l'heure. Voilà. C'est anglais, hein. Ouais, c'est anglais, mais il y a des succursales. Attendez, des succursales qui ça va. Aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Russie et peut-être bientôt en France. Bientôt chez nous. Il me fait rire avec ces histoires d'alibi, parce qu'on est beaucoup plus fines que ça, nous, les femmes. Ah, oui. Eh ben oui, au Japon, on peut acheter un spray qui confond les maris infidèles. Un spray? Une bombe? Ouais, je vous préviens, c'est hyper romantique. Ouais. Alors le matin, vous vaporisez en cachette un petit peu de spray sur les sous-vêtements de votre homme. Ouais. Le soir, quand il rentre fourbu par sa dure journée de labeur, vous lui piquez son caleçon pendant qu'il est sous la douche. Et s'il y a des petites taches vertes sur le caleçon, c'est que c'est pas la journée de labeur qui a fatigué le monsieur. Ah oui. Ça, c'est une sorte de révélateur, quoi. Mais c'est une réaction chimique. Un révélateur chimique. Voilà, c'est comme la robe de Monica Lewinsky, qui était souillée. Voilà. S'ils avaient mis du spray, ils auraient tout de suite vu. Il n'y avait pas besoin de spray, de toute façon. Ça coûte 1 000 francs, mais c'est quand même moins cher qu'un détective privé. Ça existe au Japon, ça? Ouais. Rassurez-nous, c'est pas encore en vente chez nous. Oui, on peut en faire venir. Merci, Gaël. Alors, pour faire durer leur couple, certains n'hésitent pas à mener une véritable double vie. On a parlé de 2 appartements, mais on peut parler de 2 vies tout à fait différentes. C'est ce que va nous raconter quelqu'un que je vous demande d'accueillir très gentiment, Françoise Saint-Père, s'il vous plaît. Bonsoir Françoise. Bienvenue. Vous aimez avec votre mari depuis une trentaine d'années. 31 ans. 31 ans, très exactement. 31 ans, dont 28 de mariage. 28 ans de mariage. Et ce qui est étonnant, c'est que depuis le début, vous vous trompez mutuellement sans rien vous cacher. Et en fait, vous avez toujours accepté ça l'un et l'autre. Ah, c'est pas une question d'acceptation. Parce qu'on n'accepte pas, faute de mieux, etc. La fois où c'est arrivé la première fois, donc on était fiancés. Et à une soirée, je l'ai vu sortir avec une fille qui était une belle blonde avec des gros seins. Ouais. Et je me suis dit, c'est vrai que là-dessus, moi, je peux rien pour lui. S'il a cette envie-là, eh ben, c'est vrai que je peux rien. Or, qu'est-ce que je voulais? J'aimais cet homme. Je trouve qu'il est formidable par plein de côtés. Il y a telle chose que j'aime partager avec lui. Allais-je me priver de tout ce que j'aimais chez cet homme, tout simplement parce qu'il peut avoir envie d'une blonde de gros seins? Parce que vous n'étiez pas blonde. Exactement. Donc, et c'était réciproque. Alors, lui vous aimait. Lui, il m'aimait beaucoup, il était fou amoureux de moi. D'ailleurs, je crois qu'il l'est encore un peu, même bien pas sûr, mal. On n'en doute pas un instant. Voilà, et puis on a fait 2 enfants. Alors, je vais vous dire, c'est le seul homme qui m'a donné assez confiance en lui pour que je lui fasse des enfants. Parce que moi, j'avais horriblement peur d'avoir des enfants. Parce que je crois que quand on fait des enfants, on en prend pour toute la vie avec le père.
Et le père en prend pour toute la vie avec la mère, parce que c'est une responsabilité, c'est quelque chose. On met des êtres humains au monde et on doit les suivre toute leur vie. Donc c'est pas 1, 2 ans, etc. Mais quand bien même un jour je divorcerai avec lui, on serait toujours le couple parental. C'est le plus grand engagement. Est-ce que vous pensez, vous, que vous faites partie des femmes qui pensent qu'un homme ne peut pas vivre 10, 20, 30 ans dans la fidélité totale? Parce qu'on a un peu le sentiment quand même que vous avez un côté, il était comme ça, et un peu comme tous les hommes. Oui, parce que je vais vous dire, je suis très étonnée que 90% des Français disent la fidélité est nécessaire, parce que moi, 9 sur 10 de mes amants sont des hommes mariés. Alors c'est vrai aussi qu'ils ne mentent pas totalement parce qu'ils sont fidèles. Et ça, je partage complètement le point de vue masculin de ce côté-là. Et des fois, j'ai des amies filles qui sont surprises que je leur dise ça. J'ai des copines, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles tombent amoureuses de quelqu'un, elles ont un amant. Oh là là, c'est l'amour fou, elles quittent tout, elles cassent toute la famille parce qu'elles veulent refaire leur vie avec cet amant. Ce que je trouve très irresponsable par rapport notamment aux enfants. Les hommes, j'en ai connu plein, y compris des qui étaient avec moi, non pas seulement dans une sauterie, dans une vraie liaison, parce que j'ai connu d'authentiques histoires d'amour, mon mari aussi, mais qui me disaient, j'aime ma femme, je suis amoureux de ma femme, j'ai construit avec lui quelque chose auquel je tiens et que je garderai. Et Dieu merci, ça tombait bien, puisque moi, j'ai pas du tout envie de refaire quelque chose avec eux. Selon vous, en fait, vous avez été l'un et l'autre depuis une trentaine d'années, fidèles l'un à l'autre. Ah ben complètement, dans cet engagement qu'on avait, et puis aussi dans le rire, parce que alors ça c'est important, on s'est beaucoup marré ensemble, on a fait plein de voyages, on a ri même d'anecdotes drôles. Par exemple, à un moment donné, il était en province, pas pour son travail, moi j'étais restée à Paris pour mon travail, donc il venait le week-end. Et évidemment, il avait une amie là-bas en province, parce que c'est dur pour un homme de rester seul. C'est dur pour un homme de rester seul. Puis un jour, elle l'a invité à passer le week-end avec lui pour je ne sais quelle occasion. Alors là, je me suis dit, non, il n'y a pas de raison, quand même, le week-end, c'est moi. Alors j'ai appelé cette dame, parce que je savais qui c'était, et je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, vous avez mon mari la semaine, ce que je trouve déjà beaucoup, donc le week-end, laissez-le moi, parce que ça, le week-end, je suis contente de le retrouver. Elle était si gaie. Oui, on la comprend. C'est vous qui l'avez appelé? Ah, c'est moi qui l'ai appelé, mais sans ressentiment, c'était quand même un truc, c'est bon, vous l'avez la semaine, moi, c'est le week-end. C'est pour rappeler un peu les règles, quoi. Voilà. Et alors, ce week-end-là, je lui ai fait le plan d'enfer, hôtel 4 étoiles, restaurant, machin, nuit d'amour et tout. Il est reparti, il n'en pouvait plus. Lessivé. Voilà, lessivé. Elle n'a pas dû vous aimer. Non, elles ne sont pas là pour m'aimer non plus. Non plus, hein, il faut être, c'est son jardin secret, ça c'est quand même une chose, il faut respecter les jardins secrets. Vous nous dites, Françoise, que d'après vous, les hommes ne peuvent pas avoir une seule femme dans leur vie et les femmes sexuelle. Non plus, parce que... Voilà, j'allais vous le demander. Et selon vous, les femmes? Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que les femmes, un peu nos téléspectateurs. on est élevés différemment. C'est vrai qu'on est élevé dans l'idée que la femme n'a pas de pulsion sexuelle aussi forte que l'homme, etc. Mais moi, finalement, là, comme mon mari a fait ça, après, moi, je me suis dit, la seule chose qui pourrait me rendre malheureuse, c'est de rester fidèle et qu'il y ait un déséquilibre de pouvoir dans le couple, où ce serait toujours lui qui aurait eu le beau jeu et pas moi. Donc, quand après le mariage, moi, c'est arrivé après le mariage, un jour, un homme m'a plu. Et il m'a vraiment plu, puisque 27 ans après, je le rencontre encore. Donc, je suis très fidèle, même à mes amants. Donc, c'est mignon. Et bien cet homme-là, il me plaisait parce qu'il avait, bien, c'est sûr, il me plaisait physiquement, mais il me plaisait aussi parce qu'il était musicien. Il me plaisait parce qu'il m'a dit, tu sais, parce que je suis un peu tombée amoureuse, parce qu'à 23 ans, on tombe amoureux. Et il m'a dit, tu sais, ton couple, il lui était marié, il m'a dit, mon couple, c'est ce qui est important, ton couple, c'est ce qui est important. Ensemble, on va vivre de très jolis moments qui nous laisseront toujours de beaux souvenirs. Mais il faut que tu saches que c'est ça et rien de plus. Et il m'a beaucoup appris à être très sage dans ce genre de choses. Et en même temps, c'est une telle amitié que quand il vient à Paris, il habite loin, il me téléphone, on se revoit toujours avec le même plaisir et parfois le même désir. Moi, je trouve ça formidable et je n'ai jamais eu de culpabilité, alors que tellement de femmes ont des culpabilités. Mais je crois que les femmes ont les mêmes pulsions que les hommes. Simplement, elles n'ont pas été éduquées pour les exprimer, c'est tout. Vous saviez toujours... Vous voyez, la preuve. Est-ce que vous avez déjà rencontré les maîtresses de votre mari ou lui, oui. Les amants de madame? Alors moi, j'ai rencontré, parce que ça peut arriver, par exemple, il partait en week-end avec une de ses amies, il venait chercher sa valise, il était avec elle. Bon, je lui disais bonjour, gentiment, j'ai même pris un verre avec. Et il y en a une que j'ai bien aimée, la première, qui était une de mes amies. Je suis partie en vacances toute seule avec elle une fois. Après? Ah ouais. Non, oui, après, oui. D'accord. Oui. Vous aviez de quoi causer, cela dit. Vous avez laissé le mari? On en a absolument... Oui, on est partis 3 copines ensemble au Maroc. C'était juste avant d'avoir ma fille. Okay. Je me suis dit, dès que j'aurai des enfants, je pourrais partir moins librement. Donc on est partis 3 copines, sac à dos au Maroc. On était ravis. Et elle était là. Donc on n'en a jamais reparlé. Je veux dire, c'était son affaire. C'était son affaire privée. Voilà. Vous auriez pu, selon vous, vivre ces 30 années si l'un et l'autre n'avaient pas eu... 30 ans. Oui, 30 ans, c'est quand même beaucoup. Si l'un et l'autre n'avaient pas eu cette vie, ces vies parallèles? Eh bien, écoutez, je pense que... Vous seriez encore ensemble? Je n'en sais rien, parce qu'on ne peut pas dire ce qui aurait été sans cela, mais je crois que je me serais vraiment beaucoup moins amusée dans la vie. Moi, mes désirs et mes hommes, c'est... Bon, j'écris des textes érotiques. C'est vrai que si je n'avais pas eu plein d'expériences
merveilleuse et avec des hommes de tous âges, de toutes conditions, dans des circonstances drôles, des trucs amusants. Et lui, pareil d'ailleurs, j'aurais jamais pu écrire ça. Donc, en créativité, ça m'a servi. Ça m'a appris à comprendre les hommes et à voir leur chagrin parfois de ne pas être compris par leur femme. Et en même temps, je leur disais, dis donc, et ta femme aussi, les couples, il y en a que j'ai engueulé en disant, dis donc, tu me dis que tu es malheureux avec ta femme, mais c'est 50-50, je suis sûre que tu n'es pas terrible avec. Ouais. Et il y a même certaines femmes, quand j'ai quitté leur mari, elles m'ont rappelé, j'ai senti qu'en fait, elles aimaient bien la période où j'étais avec leur mari. Ah oui. Faisait du bien. Il était trop là tout d'un coup. Non, parce que je dis toujours, moi, j'emprunte les hommes mariés, mais je les rends toujours. Vous empruntez les hommes mariés? J'emprunte les hommes mariés, mais je les rends toujours. Donc, en meilleur état. Ouais, en meilleur état. Au moins dans l'état où elle les a trouvés. Donc je ne suis pas un danger. Je ne suis pas un danger pour le couple, alors que beaucoup de jeunes filles qui essayent de se faire épouser, machin, ou qui tombent amoureuses et qui disent quitte ta femme, etc., sont un danger pour le couple. Ouais. Je ne suis pas un danger. Et en même temps, par contre, ils ont quand même une petite culpabilité. Ce qui fait que quand ils rentrent chez eux, ils sont 2 fois plus gentils avec leur femme. Mais oui, j'ai une question à vous poser. Quand vous passiez une semaine avec un de vos amants et que ça se passait génial... Une semaine, c'était rare parce que j'ai... Une nuit. À partir du moment où j'ai eu des enfants, moi, j'ai une vie familiale, une réelle vie familiale. Oui, bien sûr. Une nuit avec un de vos amants et que ça se passait divinement bien. Le lendemain soir, à la maison, c'est pas un peu la soupe tiède? Non, Par définition. Non, il faut un sas. On rivalise pas une nuit 10 ans. Il faut un sas. Il faut un sas, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas le lendemain que je vais sauter sur mon mari, ça sera le surlendemain. Non, bon, ça c'est normal. Ah oui. Il y a un moment de sas où on digère ça. C'est vrai que. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas c'est mieux ou c'est moins bien, mais c'est clair qu'entre l'excitation d'une relation nouvelle, une nuit, surtout si vous avez pris goût, et puis un mari que vous connaissez depuis 15 ans, 20 ans, etc., vous n'êtes pas amené à faire des comparaisons. Oui, non, on compare pas sexuellement. Je vais vous dire, entre aucun homme je compare. Alors ce qui est drôle d'ailleurs, parce que justement, il y a des fois, je me dis, tiens, je vais voir. Les hommes font de mieux en mieux l'amour. Alors ça, par contre. Vous voulez dire de mieux en mieux au fil des années? Non, mais ils ont fait. Non, les hommes en général, en 10 ans. Ah oui, vous avez fait des progrès formidables, messieurs. Là, franchement. Laurent, il y a pas beaucoup. Les hommes sont beaucoup plus attentifs à leurs femmes ou à leurs partenaires. Donc, mais par contre. Personne ne fait rien d'extraordinaire. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Ce qui fait la qualité d'un lien que j'ai... Qu'est-ce que vous voulez dire, excuse-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par personne ne fait rien d'extraordinaire? Je veux dire, on fait tous à peu près les mêmes gestes, les mêmes baisers, les mêmes caresses. Et ce qui fait le désir et l'intensité du lien, ce qui fait que la même caresse, à un moment donné, paraît répugnante, et voire même banale, c'est ce qu'il y a dans la tête, c'est cérébral. Bon, il est évident que quelqu'un avec qui on a des sentiments, il se passe toujours quelque chose. Et que les fois où ça n'a pas marché avec mon mari, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu aussi des hauts et des bas, c'est les moments où j'avais l'impression qu'il avait des relations de pouvoir avec moi et ça je supporte pas. Je ne supporte pas les relations de pouvoir, mais quand je suis bien dans l'intimité avec quelqu'un, y compris un amant, Maryse, elle est épatée, je peux être bien. Voilà. Vos copines, vos amis comprennent ce mode de vie? Non, il y en a qui me disent t'as bien de la chance, mais c'est pas une chance, ça se cultive. Ouais. Je veux dire, il faut aussi être sûr de soi. Et il y en a qui vous disent t'es bien malheureuse, ma pauvre fille? Pas du tout. Aucune? Pas du tout. Ça se voit que vous n'êtes pas malheureuse, cela dit. Non, mais il y a des gens qui vous disent, des gens qui vous plaignent, qui vous disent oui, t'es sûr que c'est pas ton mari qui a insisté pour que vous viviez comme ça? Pas du tout, non, parce qu'il y a... Je veux dire que s'il avait insisté, qu'il me contrainte, moi j'aurais divorcé, c'est évident, c'était pas une contrainte. Il y avait une part de jeu au début, du genre, moi je pensais que dans le mariage, c'était une erreur de casting, que je n'étais pas faite du tout pour ça. Et que j'étais pas faite pour avoir des enfants, je me serais bien avec ma petite machine à écrire comme Hemingway, de pays en pays, écrivant des livres, c'était un peu ça ma vocation. Cet homme-là m'a convaincue de l'épouser, d'acheter une maison, d'avoir 2 enfants, de faire tout ce que je voulais pas. Mais en contrepartie, il m'a dit, tu verras, on aura un mariage pas comme les autres. Voilà. Ah, c'est mon qu'on puisse dire, dites donc. Merci Françoise. Maryse, est-ce que la fidélité, c'est inévitable, comme vient de le dire Françoise? Non, je ne dirais pas que c'est inévitable. C'est fréquent. Réellement, c'est fréquent. Peut-être beaucoup plus fréquent que ce qui est dit ou ce qui est avoué. Dans la réalité, ce n'est pas inévitable, mais au niveau du fantasme, c'est très, très, très fréquent cette fois-ci. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde passe à l'acte. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes et tous les hommes réalisent leur fantasme, mais le jeu avec l'idée d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, parce que ce qui est sûr, c'est que le désir est là. Il y a des désirs. Ça veut dire qu'on a toujours, quoi qu'il arrive, un peu envie de quelqu'un d'autre un jour ou l'autre. Ah oui, bien sûr, oui. Mais on est libre de donner de la place à ce désir ou pas. Dans vos chiffres, vous avez des trucs sur les fantasmes des Français? Bien sûr, j'étais sûr que Maryse allait nous parler des fantasmes. Quand même. Les fantasmes. On a là encore testé les Français sur les fantasmes. Et les femmes et les hommes. Alors il y a des petites différences, vous allez voir. Par exemple, où les Français aimeraient faire l'amour. Et à 40%. En dehors du lit? Oui. Fantasme, des choses un peu... D'accord, un peu extraordinaires. 40% des hommes ont répondu que c'était
dans un lieu public et 65% des femmes. 65% des femmes dans un lieu public. Dans un lieu public. C'est le premier fantasme, ça. Oui. Faire l'amour dans un lieu public. Le deuxième, il est pas mal non plus. C'est interdit, hein. Mais l'État, on peut le dire. Dans un ascenseur, 70% des hommes et des femmes. Là, c'est pareil. Tiens, c'est pour, voilà, tout à l'heure. Entre deux étages, on ne sait pas, entre le 7e et le 4e. Faire l'amour sur le lieu de travail, 30% pour les femmes et 80% pour les hommes. Et avec un inconnu, ça fait toujours partie des fantasmes. 60% pour les femmes et 90% pour les hommes. Il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Devine qui vient dîner ce soir, chérie, c'est ça? Un inconnu. Oh là là. Il y a d'autres fantasmes, il y a le striptease aussi. Le striptease est pour les messieurs ou pour les dames? Il paraît que c'est un fantasme plus féminin. En fait, les femmes rêvent d'offrir un striptease à leur mari. Comme Kim Basinger dans 9 semaines et demie. Voilà. Ça le fait pas pareil. Hein. C'est mieux ça le fait même pas du tout. C'est mieux sur Kim Basinger, ouais. On a rencontré une mère de famille, pour vous bien sous tout rapport, qui a décidé de faire le grand jeu à son mari. Et pour ça, elle ne s'est pas entraînée dans sa glace. Non, elle a fait les choses sérieusement. Elle a décidé de prendre des cours parce que les cours de striptease. Les écoles de striptease, ça existe. Ah ouais. Pour maman, quoi. Elle a pris des cours pour son mari. Ça se passe en Belgique, la preuve que chez nos amis belges, il fait au moins aussi chaud que chez nous. Regardez. Sylviane est mariée avec Rudy depuis 10 ans. Son secret, c'est d'entretenir l'érotisme dans son couple. C'est vrai que le couple maintenant, à l'heure actuelle, c'est pas toujours évident à garder. Ça nous fait peur à tous les deux. Et après les enfants, après la naissance, c'est pas toujours facile. Donc tout ça, il faut bouger, il faut réagir et voilà. Et puis j'ai trouvé le striptease. Donc, ça a été un plus à notre vie. J'ai pris les cours de striptease derrière son dos. C'était une surprise, il fallait pas lui dire. Vous devez être femme, donc vous marchez, ça fait 1, 2, 3. Les cours de striptease sont très chouettes. Il y a une bonne ambiance, on rigole, on s'amuse. Pour enlever le soutien-gorge, j'ai tout un art. Là, les bretelles, nana, regardez votre mari sensuellement. Il va se demander qu'est-ce que vous faites. Voilà, ici, ça c'est le jour de notre mariage, il y a 10 ans. Et d'ailleurs, je me suis servie de ma robe pour lui faire un petit striptease. Il faut pouvoir bouger, savoir bouger, c'est pas toujours évident. Je pense que je ne m'en sors pas trop mal. Qu'est-ce que tu fais, Sylviane? Je regarde après un CD pour faire le strip, j'ai déjà ma petite idée. Ça aide à la sensualité, au strip. J'adore les sous-vêtements, donc je vais quand même régulièrement faire 1 ou 2 boutiques de lingerie, quoi. Je vais vous montrer, voilà mes atouts pour séduire mon mari. Ça, c'est celui que je préfère, ça. Ça, c'est mon préféré. Quand j'ai mes petites économies, je vais me racheter des sous-vêtements parce que j'aime bien. Et c'est en cuir, c'est celui qu'il préfère, donc ça, il adore. Il vient à bout. Je l'ai mis pour la dernière fois il y a 2 jours. Un jour, je lui avais préparé un petit souper et je lui ai servi en sous-vêtements. On n'a pas terminé le repas, donc le repas est resté sur la table et voilà. Gérer une vie de famille avec les petits striptease, les petits rendez-vous entre nous, si on peut dire comme ça, c'est pas toujours évident parce que bon, il y a les enfants, donc il faut choisir le moment. On y arrive, on essaye de faire de son mieux. Ah, tout à fait étonnant. Alors, comment entretenir la flamme, la séduction dans son couple? On va recevoir quelqu'un que je viens d'accueillir très chaleureusement, et j'emploie pas le mot chaleureusement par hasard. Pour une fois, elle s'appelle Amy, et son mari, depuis 9 ans, vit des périodes tout à fait délicieuses. Vous allez le voir. Amy, mesdames et messieurs. Bonsoir, Amy. Merci d'être avec nous.
Alors, vous êtes convaincu que pour faire durer un couple, il faut créer sans arrêt une ambiance d'érotisme dans le couple. Et vous avez développé pour ça tout un tas de petits secrets et de recettes qui marchent apparemment bien avec votre mari. Alors, comment Amici prend-elle? On voit ça dans un instant. Il n'y a pas photo, troisième partie. Merci d'être toujours avec nous. On parle ce soir des couples qui durent, qui ont des secrets pour durer, et notamment de la façon d'entretenir le désir sexuel. Alors, Ami, merci d'être avec nous. On le disait tout à l'heure, vous vivez avec un homme depuis 9 ans, et vous avez décidé, vous, de vraiment transformer votre vie en une sorte de fête érotique avec votre mari, en tout cas de le faire planer longtemps, pour rester longtemps avec lui. Mais d'où vient ce désir de rester comme ça, une femme très très sensuelle, toute la journée non-stop? Parce qu'en fait, je pars du principe que l'amour, c'est comme la cuisine. C'est-à-dire que pour que l'amour dure, il faut savoir choisir des bons ingrédients. Et les bons ingrédients, c'est quoi? Quand un bon restaurateur veut faire un bon plat, il choisit les meilleurs ingrédients. Donc les meilleurs ingrédients, c'est pour que ça dure, savoir être une courtisane pour son homme, savoir être une maîtresse pour son homme, savoir être également la confidente, l'amie, la mère, parfois, parce que c'est nécessaire. Il faut être plein de femmes différentes en même temps. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec Marie, c'est-à-dire que plutôt qu'il aille chercher ailleurs d'autres types de femmes, vous essayez d'être toutes les femmes à la fois. J'essaie d'être toutes les femmes. Par exemple, un jour, donc une petite anecdote comme ça. Allez-y, on adore les petites anecdotes comme ça. Par exemple... un soir, je vais organiser une soirée à la maison. Donc, je me suis vêtue en 9 semaines et demie. Tout le monde connaît, n'est-ce pas, Kim Basinger. Voilà, donc imaginez-moi une plaque blonde, habillée d'une manière extrêmement masculine, et avec toute la tiraille qui va évidemment en dessous. Et vous Quel homme ne voudrait pas ce genre de choses? Vous lui avez fait tout le... Tout l'attirail, tout ce qu'il faut. Comme dans le film. Comme dans le film. Qu'est-ce qu'il faut? Comme dans le film. Non, mais Pascal, c'est ça qui lui a plu. Comme dans le film. Voilà. Pascal, il se rend compte que le film. Mais... je connais par cœur toutes les répliques. Mais... donc ça aussi, c'est la surprise. Ben, en fait, ce qui est important dans un couple, c'est... de toujours avoir de l'imagination. C'est très important d'avoir de l'imagination. Parce que j'ai pas envie que mon mari aille ailleurs. Oui. Et pour ça, parce que j'y tiens, donc pour ça, je mets toujours en mémoire, en fait, les premiers instants. Les femmes ont tendance à toujours oublier les premiers moments. Les premiers instants, ça veut dire quoi? Les premiers instants, c'est quoi? C'est-à-dire quand j'ai rencontré mon mari... Qu'est-ce qui lui a plu chez vous? Exactement. Et là, vous le remettez Et en l'occurrence, mes fesses. Ah oui. Oui. Donc je fais en sorte... C'est la première fois qu'on applaudit vos fesses. Je vais vous la remettre. Bon là, vous ne les voyez pas. Non, on va pas les voir. Voilà. Mais on les imagine très bien. Et alors donc, comme vous savez que c'est ce qui plaît à votre mari. Voilà, je fais en sorte de toujours mettre des vêtements qui mettent en évidence mes fesses. Mais au-delà des fesses, ce que vous cherchez à recréer, c'est la magie, effectivement, des premiers instants, des premiers moments de la passion. Exactement. Mais il paraît que de temps en temps, vous le surprenez au bureau aussi. Exactement. Alors, une fois, je me suis arrangée, vous savez, il faut toujours avoir des complices dans ces cas-là. Je me suis arrangée avec la secrétaire. C'est comme une surprise. Exactement. Je me suis arrangée avec la secrétaire et je suis arrivée au bureau. Donc, c'était en hiver, évidemment. Je suis arrivée tout vêtue de manteau. Et là, je suis arrivée, je me suis assise sur son bureau, je lui ai dit, écoute, je te demande juste 1 heure. 1 heure, c'est pas énorme, finalement. On peut faire beaucoup de choses en 1 heure de temps. Donc, je me suis assise sur le bord du bureau. Et là, je lui ai dit, tu décroches le téléphone, juste pour un instant. Vous étiez en manteau? Oui, il ne devait pas y avoir grand-chose dessous. Et donc, à ce moment-là, vous imaginez la suite. Non. Mais alors, pas du tout, on n'a aucune imagination, nous. Ça, c'est des fantasmes. Vous essayez nu sous le bureau. Excusez-le, il se trouve là assez facilement. Non. Vous étiez nu sous le manteau? Non, nu, ça serait trop rapide. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir tout l'attirail qui va avec. Mais vous parlez de tout l'attirail. De quoi s'agit-il? Mais l'attirail, c'est quoi? Une spatule pour tourner les spaghettis? L'attirail, c'est quoi? Qu'est-ce qui attire les hommes? C'est culotte, soutien-gorge sexy, bas, porte-jartel, le talon haut et tout? Exactement. D'accord.
Donc ça, c'est quand vous direz tout l'attirail, c'est ça? Vous diriez non, vous, à une femme, votre femme qui arrive comme ça sur votre bureau? Aucun homme ne pourrait dire non. D'accord, on est bien d'accord. Non, mais c'est vrai quand même qu'il faut avoir un goût de la mise en scène, parce qu'il y a les collègues, parce que moi au bureau, il y a Pascal. Mais Je suis on a chacun notre bureau. Par le trou de la serrure. On a chacun notre bureau. Non, mais c'est quelqu'un qui a une profession, donc... Il peut se permettre de le faire. Exactement, il peut se permettre de le faire. Vous êtes en tout cas sacrement mise en scène, quoi. C'est clair qu'il ne doit pas s'ennuyer avec vous, parce que... Mais complètement, c'est important. Vous êtes capable de transformer une banale promenade en forêt en grand truc érotique aussi? Bah, écoutez, un jour, on est parti à la campagne à Belle Étoile, formidable. Et là, on s'est donné à cœur joie. À cœur joie, c'est très joli. Vous savez, est-ce que dans la forêt, il y avait tout l'attirail? Il y a toujours tout l'attirail. Toujours. D'ailleurs, je pars du principe. Vous avez batifolé en pleine nature. En pleine nature. Vous êtes quand même très femme soumise, si j'ose dire. Hein. Non, mais je le dis sans méchanceté. Non, pas sans du tout. Je suis pas critique. soumise en fait, parce que en fait, l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est que mon homme, j'ai pas envie qu'il aille ailleurs. Donc pour ça, je veux être une courtisane pour lui. Je veux être toutes les choses que je vous ai citées, parce que je n'ai pas envie qu'il aille ailleurs. Je veux lui montrer que je suis complètement indispensable à sa vie. Si vous appreniez qu'il vous a trompé, malgré tout, vous diriez que vous avez fait tous ces efforts pour rien? Non, il ne peut pas me tromper, parce que par exemple. Quel est, je dirais, l'homme qui n'aimerait pas, lorsque son mari doit partir en voyage ou part le matin au travail, se réveille à 1 heure avant lui prépare son petit déjeuner, lui dit, écoute chérie, voilà, je t'ai préparé tes chaussettes, tes vêtements, c'est ce que tu porteras. Ça veut dire que cet homme, lorsqu'il arrive au bureau, qu'est-ce qui se passe? À chaque seconde, chaque minute, chaque heure, il pense à sa femme. Et il est pressé de rentrer chez lui, parce qu'il sait que c'est sa femme qui va retourner et pas quelqu'un d'autre. Les deux amis abstinents, ils disent oui, comme ils sont super d'accord. Alors c'est incroyable, c'est le monde à l'envers, vous. Vous êtes d'accord avec... Bah ouais. Ah ouais, tout l'attirail aussi. Tout l'attirail. Allez, pourquoi pas? Et un jour, alors ça c'était super. Excusez-moi, Allez-y. Ça, c'était super. Allez-y. Alors, vraiment, c'est un bon souvenir. Exactement. Je le vis, en fait. D'accord. Alors, un jour, je lui ai dit, écoute, chérie, ce soir, tu fermes les yeux, tu ne dis rien. Je ne veux pas que tu ouvres les yeux tant que je ne te dis pas de les ouvrir. Il était déjà à la maison, il n'était pas en voiture. Non, évidemment qu'il était déjà à la maison. Et dans le lit, bien sûr. Dans le lit? Bah oui, c'est plus pratique. Donc je lui mets du miel sur chaque orteil. Je monte au fur et à mesure sur son corps. Je lui mets du miel sur la poitrine. Et là, à ce moment-là... Et à ce moment-là, je lui dis... Ne rompez pas cet instant de magie, s'il vous plaît. Attendez, excusez-moi. Il y a de la tension là-dedans. Et à ce moment-là, je lui dis, maintenant chérie, tu peux ouvrir les yeux. Vous avez monté le pot de miel du pied à la poitrine? Jusqu'à la poitrine. Mais en passant par tout droit ou... Jusqu'aux lèvres. Ouais. Tout le corps. Tout le corps. Et à ce moment-là, je lui ai dit, maintenant chérie, tu peux ouvrir les yeux. Et alors il a ouvert, il a vu qu'il y avait du miel? Sur sa femme. Ah, sur vous? Ben oui. Mais pourquoi sur vous? Je crois que c'est... Sur lui et ensuite sur moi. Maintenant chérie, serre-toi. Faut pas être diabétique avec vous, hein? Ah, pas du tout. Et là on retrouve la cuisine, effectivement. Mais vous savez, le miel, c'est excellent pour la santé. Oui. Mais vous en avez fait quoi de tout ce miel après? Vous l'avez mangé? Vous l'avez léché? Évidemment. Quand on n'aime pas le miel. Ah mais dis donc... tu peux faire ça avec la confiture de groseille. Qui n'aime pas le miel? On va pas faire la difficile non plus. On te donne des recettes, Gaël, ce soir. Mais Ami, c'est quand même pas de tout repos d'être votre mari, parce qu'il peut nous arriver un truc tous les soirs, à n'importe quel moment. Mais c'est ça, c'est ce qui est excitant en fait dans l'amour. On vit pour quoi en fait? On vit pour être heureux, n'est-ce pas? Oui. Et moi j'ai envie d'être heureuse. Et j'ai envie de rendre l'homme que j'ai choisi dans ma vie
J'ai envie qu'ils soient heureux. Ami, vous avez le sentiment que ça va durer très longtemps comme ça? Vous n'avez pas peur parfois que le désir, ça me nuise malgré tout et que tous les fantasmes que vous imaginez, à un moment donné, il y aura le miel, les groseilles. Mais bon, vous aurez fait le tour du truc, quoi. Non, parce qu'à chaque fois, j'aurai de bons ingrédients pour que l'amour dure. Vous pensez que c'est un secret universel, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe quelle femme qui met un petit peu d'imagination et qui fait un petit peu d'effort peut, comme ça, arriver à mieux garder son mari, à faire durer son couple? Parce que l'amour, c'est de l'imagination. L'amour, c'est important d'avoir de l'imagination. Qu'est-ce qui fait durer? De quoi, en fait, on a envie sur Terre? C'est d'être heureux. Et heureux, c'est comment on parvient à être heureux? En ayant de l'imagination et surtout ne jamais se laisser aller. Jamais se laisser aller. Ne jamais se laisser aller dans le couple. Ça, c'est très important. C'est le bon affaire. Merci, Ami. Merci, Ami. On a vu qu'on a beaucoup parlé de sexe ce soir, mais c'est un peu normal parce que c'est un truc qui fonde tout le couple. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ce que vous avez entendu de tous ces couples qui ont vécu des choses sexuellement extrêmement différentes ce soir? Ben, ça pourrait s'appeler les arts de vie, les arts de vivre en couple, tout ce qu'on a vu. Parce qu'effectivement, la sexualité, l'érotisme tient une place importante, mais on a vu qu'il y avait aussi le respect de la parole, l'engagement, la capacité de se parler, la capacité de vivre des expériences ensemble, de les partager, l'humour, ça a été aussi évoqué. Je crois que toutes ces choses-là sont importantes. Et le respect, ça a été dit à plusieurs reprises, ne pas se laisser dominer. On a eu que des couples qui ont vécu des choses extrêmement différentes ce soir. On a le sentiment qu'ils avaient tous un point commun. Tous au moins le point commun de vouloir que ça dure, de vouloir ensemble réussir leur couple. Et je crois que c'est bien la diversité, c'est bien de voir que l'érotisme a sa place, mais qu'il ne peut pas avoir toute la place, qu'il y a de la place aussi pour le respect, pour l'entente, pour la parole, pour l'amusement. Ça donne confiance quand même, non ? Ah, je vous confirme. Ça donne tout à fait confiance, Maryse. J'en profite, Maryse, parce qu'on ne le fait jamais assez, pour rappeler que vous êtes quelqu'un, vous êtes la psy attitrée de Y a pas photo, mais vous êtes aussi une vraie spécialiste des adolescents, et ça intéresse tous les parents qui nous regardent. L'adolescence au quotidien, ça c'est un de vos récents ouvrages. C'est paru aux éditions Syros. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir, Billy, Gaël et Maryse. On vous retrouve dans 15 jours. Amis, bisous. Bonne nuit sur ces entrefaits. J'espère que ça vous a donné quelques imaginations. En tout cas, soyez heureux en couple, ou pas en couple d'ailleurs, mais soyez heureux. On se retrouve dans 15 jours. Salut, bonne soirée sur TF1. Bye.